presque. 6 réformes en 18 mois. Le gouvernement s'est fixé des objectifs ambitieux. Nous devons redonner aux salariés, aux actifs, aux entreprises, un cadre leur permettant de s'épanouir, de créer et de réussir. Premier chantier, le Code du travail. L'une des volontés du gouvernement, c'est de donner plus de place aux accords d'entreprise, c'est-à-dire aux règles établies au cas par cas et non par la loi. Une mesure qui fait bondir la CGT. Sur le temps de travail, sur le salaire, sur la santé, puisque j'ai cru comprendre qu'aucun sujet n'était tabou, ça revenait donc du coup à tirer l'ensemble des droits et des protections vers le bas, à mettre en concurrence les salariés, à aller vers le moins-disant social. Autre point d'achoppement, les indemnités prud'homales. Le gouvernement souhaite les limiter. Le patronat salue la mesure car selon lui, elle permettrait aux chefs d'entreprise d'embaucher sans crainte. Le fait de plafonner les dommages et intérêts, de rendre ces dommages et intérêts compatibles avec la possibilité financière d'une petite entreprise est très important pour sécuriser l'embauche. Mais l'idée déplaît aux syndicats. Sur les plafonnements des indemnités prud'homales, la CFDT reste opposée. Parce que nous considérons qu'un salarié qui subit un préjudice par un licenciement abusif doit être réparé dans l'entièreté de ce préjudice subi. Le gouvernement s'est fixé un calendrier serré. Début des négociations le 9 juin, fin le 21 septembre. 60 réunions sont prévues entre ces deux dates. Au-delà du Code du travail, d'autres dossiers attendent les partenaires sociaux, la formation professionnelle et l'apprentissage. La baisse des cotisations salariales qui vise à augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs. L'assurance chômage que le gouvernement veut étendre à tous les salariés, même ceux qui démissionnent. Et la réforme du système de retraite, prévue pour 2018. Pour ce second débat d'une demi-heure, coup de projecteur à présent sur la deuxième circonscription de la Somme, celle qui regroupe une grande partie d'Amiens ainsi que la commune de Boves. 129 163 habitants y vivent. Ils ne sont plus que 2 candidats en lice pour le deuxième tour de dimanche prochain. Barbara Pompili, 42 ans. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la députée sortante écologiste, ancienne secrétaire d'État chargée de la biodiversité sous le quinquennat de François Hollande, Vous avez donc déclaré votre soutien à Emmanuel Macron et vous êtes arrivé largement en tête avec plus de 40% des suffrages dimanche dernier. Face à vous, Cédric Mess, bonjour. Alors vous avez 45 ans et vous êtes le candidat de la France Insoumise dans la deuxième circonscription de la Somme et vous avez obtenu dimanche dernier plus de 14% des suffrages. Merci à vous deux d'être sur ce plateau avec nous. Alors sans attendre l'issue du deuxième tour des législatives, il est désormais quasi certain que la prochaine Assemblée nationale devrait adopter la réforme du Code du travail par ordonnance, à moins que vous nous disiez le contraire, Barbara Pompili. Est-ce que vers quoi allons-nous nous diriger avec cette réforme du Code du travail sous Macron dont vous êtes l'une des candidates ? Écoutez, moi ce que j'apprécie beaucoup dans ce qui est en train de se passer, c'est la méthode qui est employée. C'est-à-dire, on a, et d'ailleurs ça a été décidé récemment, on allonge le temps de négociation avec les partenaires sociaux, puisqu'il va y avoir, je crois, plus de 50 réunions qui sont prévues d'ici l'été, des réunions techniques, donc sur le fond, sur le texte, pour essayer d'arriver à quelque chose qui, même si ça ne sera jamais consensuel, qui soit le plus près possible des réalités. Parce que ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte que la réglementation du travail soit adaptée au monde d'aujourd'hui, parce que celle qui est en cours actuellement ne protège plus suffisamment les personnes qui aujourd'hui ne font pas une carrière toute leur vie dans la même entreprise ou qui ont des interruptions dans leur vie professionnelle. Aujourd'hui, ça n'est pas bien assumé, pas bien protégé. Donc, on va pouvoir, grâce à cette réforme, mettre un petit peu plus aussi de facilité pour les entreprises, parce que nous, on veut que les entreprises créent des emplois. Bref, si ça se fait en concertation, je trouve que c'est une bonne méthode. Et j'ai vu d'ailleurs que les syndicats FO et la CFDT ont été les premiers à saluer cette méthode. Cédric Mess, que pensez-vous de cette réforme du Code du travail qui n'est pas encore complètement conçue ni votée, hein, bien sûr, évidemment. Alors d'abord, je me félicite qu'il y ait un débat, parce que ce n'était pas évident. J'ai appris que dans l'Oise et dans l'Aisne, les candidats d'En Marche refusaient des débats. Pas tous les candidats d'En Marche. Oui, mais enfin, il y en a beaucoup, et on sait pourquoi, parce qu'il y en a une qui n'était pas très à l'aise sur le plateau et qui ne donnait pas de bonnes explications. Moi, je pense qu'il y a des ordonnances. Il y a 8 ordonnances qui sont sorties là dans le Parisien. Alors, c'est des fuites, et on se rend compte
compte qu'on avance masqué. Et vous parlez là d'une vieille idée, la vieille idée de la flexi-sécurité. Nous, ce qu'on veut, c'est des emplois stables, défendre le CDI, et vous allez vers les CDD, et qui en est de plus en plus. Et vous avez comme modèle, le modèle anglais, c'est-à-dire finalement le 0 euro. Nous, ce qu'on préconise, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut protéger beaucoup plus les salariés, faire en sorte qu'il y ait des CDI, qu'il y ait une création d'emplois, et nous, on est pour les 32 heures payées 35, de manière à créer des emplois. Et des emplois stables, et pas une précarisation, une ubérisation qui soit généralisée. Alors, Barbara Pompili, c'est donc une petite révolution du droit social tout de même qui se prépare en faveur de qui? Non, mais j'entends bien ce qui est dit, sauf qu'on voit aujourd'hui que le droit du travail tel qu'il est actuellement ne fonctionne pas bien. Et donc, à un moment, on ne peut pas faire comme si le monde était pareil qu'avant. Donc, c'est vraiment un point important. Et d'ailleurs, quand vous parlez des CDD, on trouve aussi qu'il y a parfois des abus dans les recours au CDD, que ce soit dans le privé ou dans le public d'ailleurs. Et c'est une des mesures qui est proposée par Emmanuel Macron et que je trouve très bien, c'est-à-dire de donner un malus financier aux entreprises, aux entrepreneurs qui abusent des CDD. C'est une première chose. Mais encore une fois, ce qui est sorti, pourquoi il y a eu des réactions négatives de la part du gouvernement quand il y a eu des fuites? Parce que j'ai été au gouvernement, donc je sais comment ça marche. Il y a des notes qui sont faites par plein de services, sur plein de sujets, et qui vont parfois dans tous les sens. Et ce sont des notes qui, après, quand elles remontent, sont des éléments de réflexion. Mais dedans, il n'y a pas d'arbitrage. Donc, dans ce qui est sorti, il y avait plein de choses qui n'avaient même pas été vues par le Premier ministre, notamment, et donc sur lesquelles il n'a pas dit s'il était d'accord ou pas d'accord. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que ça n'est pas complètement terminé. Non, mais ça entretient une théorie du complot, comme quoi on serait en train de faire les choses dans le dos des gens. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire ça. Il faut croire, et même pas croire, il faut faire confiance aux négociations avec les partenaires sociaux et aussi au rôle des parlementaires, parce que les parlementaires seront aussi amenés à s'exprimer, et je peux vous dire, et je peux vous garantir qu'on ne se taira pas, et notamment avec ma suppléante qui est syndicaliste, je peux vous dire que il y a des choses que nous regardons de près, notamment les contre-pouvoirs. Alors Cédric Masse, que répondez-vous à cela? Et aussi, une réforme comme celle-là, en tout cas celle que vous souhaiteriez, quelle allure aurait-elle pour l'impact et l'économie locale, l'économie picarde? Bon, en tout cas, c'est assez comique d'entendre ça, parce que parler de théorie du complot, c'est nous rejeter dans les délires et tout ça. Or, on sait très bien qu'Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a un passé. Il a été ministre de l'économie, il a favorisé l'ubérisation, il a favorisé le travail du dimanche. Donc, à un moment donné, on sait d'où il vient, donc on sait ce qu'il va faire. Hein. Et donc, le fait qu'il avance masqué, c'est parce qu'il a peur de perdre des voix, ça c'est clair. Je veux dire, si on commence à dire ce qui se passe réellement, parce que ce qui se passe, c'est la loi El Khomri. Nous, on est pour son abrogation, on a manifesté contre. Une majorité de Français a été contre. Et vous, qu'est-ce que vous avez utilisé? Le 49.3, vous avez passé en force. Et là, nous, on est contre tout ça. Et donc, il y a un passé, quoi. C'est pas juste M. Macron qui arrive comme ça de nulle part. Alors nous, ce qu'on propose, c'est de défendre déjà ce qu'il y a, c'est-à-dire le Code du travail tel qu'il est, mais le renforcer aussi, c'est-à-dire augmenter les salaires, parce que ça relancera l'économie, on créera des emplois, et surtout aussi garder la retraite à 60 ans, parce que là, c'est ce qui se projette aussi, c'est une retraite où les gens vont travailler plus, et ça va retirer des emplois acquis aux jeunes. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Non, mais vous voyez, moi, je veux bien, mais en même temps, il y a un choix clair là qui est en train de se faire. Ah ben c'est clair. Entre des personnes qui veulent fossiliser le droit du travail, le mettre sous cloche, alors que le monde bouge. Oui. Et le monde bouge et il y a une précarisation aujourd'hui de nombreux salariés parce que le droit du travail n'est pas adapté. Que deviennent les plus fragiles dans ce cas-là pour répondre les plus fragiles, ceux qui sont en contrat précaire, ceux qui n'ont pas la possibilité de trouver un employeur qui les rassure. Donc que deviennent-ils dans le programme qui est proposé par Emmanuel Macron et que je soutiens, un énorme investissement qui est fait sur notamment la formation professionnelle de ceux qui sont le plus loin de l'emploi, c'est-à-dire les jeunes qui ont malheureusement quitté leur formation trop tôt, les chômeurs longue durée aussi qui sont très éloignés de l'emploi, donc il va y avoir un travail qui va être fait
pour eux spécifiquement, puisqu'il y a 1 million de chômeurs et 1 million de jeunes qui vont être formés. La garantie jeune va être améliorée. Et vous avez aussi tout un plan qui est fait, notamment sur l'apprentissage. Bref, il y a des choses qui sont prévues. Est-ce que vous entendez, Barbara Pompili, Cédric Mess, pour clore ce chapitre, s'il vous plaît? Elle dit que et l'augmentation des salaires, juste, il va y avoir une baisse des charges. Barbara Pompili, je vous en prie, allez, justement, je vous attendais là-dessus. Mess. Parce que vous appelez des charges, ce n'est pas des charges, c'est des cotisations sociales, c'est du salaire différé. Or, vous appelez ça des charges. Vous êtes complice du CICE, vous voulez faire des cadeaux aux entreprises, vous ne demandez aucune contrepartie aux entreprises, donc il y a un problème. Et quand vous dites fossile, c'est vous, fossile, parce que les recettes que vous avez là, c'est des recettes qui datent d'il y a 30 ans, et ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on appelle à un changement radical. Et ce changement radical, c'est nous qui l'incarnons. Vous êtes dans la continuité de François Hollande, d'Emmanuel Macron et de Sarkozy et tout ça, parce que c'est des politiques qui remontent et qui ne marchent pas. Sur le CICE, j'ai un point d'accord avec vous. Le CICE a entraîné des dérives et c'est pour ça qu'il va être remplacé par une baisse de charges parce que justement, comme ça, on ne pourra plus rémunérer les actionnaires avec cet argent. Merci pour cette première partie. Pour ce second point, second chapitre, nous allons aborder l'environnement. Quelle loi allez-vous voter dans ce domaine si vous êtes élu député, Monsieur Mess? Alors, nous, on est pour la règle verte, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on ne prélève pas plus que ce que la Terre peut nous apporter. C'est-à-dire qu'il faut aller vers une transition écologique aussi, c'est-à-dire que nous pensons qu'on peut créer des emplois. Créer des emplois, par exemple, en renforçant l'isolation. Par exemple, à Étouvie, beaucoup de personnes se plaignent du fait qu'il n'y a pas de chauffage, donc on peut isoler, économiser de l'énergie et créer des emplois. Donc on peut aller vers ça, vers aussi la recherche. À Amiens, par exemple, il y a des personnes qui font des recherches, 120 chercheurs sur des batteries du futur, et ça peut créer de l'emploi et faire qu'Amiens soit attractive et intéressante pour tout le pays. Barbara Pompili, c'est votre spécialité, l'écologie. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron va aller plus loin que François Hollande et que souhaiteriez-vous pour la défense de l'environnement? D'abord, ça me fait plaisir de recevoir le soutien de Cédric Mess, notamment sur la règle verte, puisque elle a été votée, la règle verte, dans la loi sur la biodiversité, il y a maintenant 1 an, et la loi que j'ai faite voter. Donc ça me fait plaisir que vous le souteniez. Et d'ailleurs, je pense que sur ces points-là, c'est de l'intelligence collective, on ne peut qu'être d'accord. Après, sur les plans d'isolation thermique des bâtiments, c'est une évidence qu'il faut le faire. Il y a d'ailleurs 15 milliards d'euros qui sont prévus dans les investissements sur la transition écologique et économique, avec ce plan-là notamment de résorber les passoires thermiques qui sont une catastrophe et qui font qu'on ne peut pas payer son chauffage. Là, il va y avoir à peu près divisé par 2 les passoires thermiques d'ici 2022. Et puis, évidemment, il y a d'autres choses. La transition énergétique, c'est de la création d'emplois sur le territoire. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur le cluster énergétique, évidemment que c'est quelque chose que nous devons porter ensemble. Et n'oublions jamais qu'en travaillant là-dessus, on travaille aussi sur notre santé. Parce qu'en réduisant les pollutions, on travaille aussi sur la prévention. Et donc, on baisse nos dépenses de santé. On sait aujourd'hui qu'il y a 40 000 personnes qui meurent, notamment à cause du diesel et des particules. La pollution. On pourrait aussi parler des transports si vous le voulez. Cédric Mess, donc Jean-Luc Mélenchon a semblé faire de l'écologie des filières courtes une priorité dans son programme. Si vous êtes élu député demain, quelle sera votre position dans ce domaine et également des éoliennes? En faut-il plus qu'aujourd'hui? Alors, je voudrais quand même répondre parce que sur la biodiversité, vous êtes quand même ministre et vous avez unifié. Vous devez assumer un bilan. Et vous avez unifié différents services et ça vous a permis, alors peut-être que ça rend les choses plus rationnelles, mais ça vous a permis de supprimer des emplois et de faire baisser le budget de la biodiversité de 70 millions, soit, si je regarde bien, 25%. Donc, non mais attendez. Ah non, c'est pas vrai. En plus sur la Guyane, vous avez permis à ce qu'on ait une exploitation de la forêt, alors que vous êtes censé défendre la biodiversité. Non, c'est faux. En tout cas, je vous renvoie à un article du Point là-dessus. Oui, mais qui était faux et que j'ai démenti. Alors, sur l'éolienne, nous, on est évidemment... La Picardie est concernée, le programme d'éoliennes offshore, donc en plus, front de la côte Picarde, évidemment, on est le premier département de production. Mais sur l'éolienne, nous, ce qu'on veut, c'est un service public.
c'est-à-dire un service public plus large, même des énergies renouvelables. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tout est confié au privé. Il y a une gestion qui est désordonnée, chacun fait un peu ce qu'il veut dans son coin, et nous, ce qu'on voudrait, c'est une gestion rationalisée des choses, et ne plus faire passer les intérêts des installateurs privés au détriment de l'intérêt général et de l'intérêt public. Barbara Pompili, votre position sur les éoliennes? Les éoliennes, elles font partie d'un bouquet énergétique. Ça fait partie des solutions pour d'abord baisser notre... Sur les 2 projets, par exemple, sur le front de la côte Picarde. Alors, il y a le premier projet sur le Tréport, dont on voit qu'il a été un peu mal embouché au départ, il faut le dire. Ça a créé pas mal de problèmes et j'espère que ça sert de leçon. Et d'ailleurs, ça sert de leçon pour les autres projets, qui est plus de concertation en amont, notamment avec les professionnels, les pêcheurs, mais aussi les professionnels du tourisme. Vous êtes pour? Mais je suis pour parce qu'on en a besoin. Si on veut être indépendant énergétiquement, on doit utiliser les énergies renouvelables. Mais toutes les énergies, les éoliennes, les hydroliennes, l'énergie du bois, les usines marémotrices. Les usines marémotrices, à partir du moment où il faut garder la continuité écologique des cours d'eau, mais oui, on peut y travailler. Bref, il y a plein de solutions, il faut regarder lesquelles sont les plus adaptées. Par contre, moi, je vous rejoins sur le fait qu'il faut que ça soit fait de manière intelligente et de manière à préserver l'intérêt général. Donc, d'ailleurs, sur l'éolien, il y a eu un schéma éolien qui, justement, enlevait un certain nombre de zones. Vous iriez plus loin, c'est ce que vous dites. Moi, je pense que ce schéma, malheureusement, qui a été supprimé, il faut le remettre pour que les règles soient claires pour tout le monde. Après, moi, sur le privé, ça ne me dérange pas que des TPE et des PME, surtout des PME, travaillent sur l'éolien. Ça crée de l'emploi aussi. Ça ne me dérange pas. On a H2R, par exemple, qui est une entreprise picarde, qui fait du bon boulot. Donc, mais faisons en sorte qu'il y ait plus de concertation et justement pour éviter les peurs inconsidérées sur ces sujets-là. Cédric Mess, quelle est votre position sur les centrales nucléaires? Alors, je voudrais quand même reprendre, parce qu'il y a des expressions, enfin, j'en ai marre de les entendre, quoi. Créer de l'emploi, on crée des emplois. De l'emploi, ça ne veut rien dire. Oui, non, mais c'est une façon facile de parler. Et je trouve qu'à un moment donné, il faut être clair, créer des emplois, parce que de l'emploi, ça ne veut rien dire. Alors, vous disiez sur le nucléaire. Alors, sur le nucléaire, nous, on est pour la sortie du nucléaire progressive. On ne peut pas, évidemment, sortir du nucléaire du jour au lendemain. Mais sur Fessenheim, là, le gouvernement Hollande n'a pas rempli ses promesses. Il avait dit en début de mandat qu'il allait fermer Fessenheim et ça n'a pas été fait. Ou alors à la fin, mais juste pour dire, bon, allez, j'ai rempli mon mandat. Nous, on estime que si on développe les énergies renouvelables, comme on l'a dit auparavant, c'est-à-dire par l'éolien, mais par aussi l'énergie solaire qu'on peut moderniser, parce qu'on est dans une région qui a peu de soleil, mais on peut moderniser tout cela. Et donc, on peut arriver à sortir du nucléaire progressivement. Nous, on a fait venir des militants écologistes de Bure qui luttent contre justement l'enfouissement permanent des déchets nucléaires, parce qu'on estime que c'est très dangereux. On ne peut pas garder des déchets nucléaires comme ça sous terre et qui risquent de fuir, de partir un peu partout dans la nature. Or, là, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que va faire M. Macron, mais vu qu'il est parti vers une logique ultralibérale de dérégulation totale de l'économie, on peut se dire qu'on va aller vers une catastrophe. Un autre point, toujours, concernant la santé. Je peux rien dire sur le nucléaire ? Juste, oui, peut-être. Allez-y sur le nucléaire, avant d'aborder les perturbateurs endocriniens qui sont aussi importants pour la santé publique. Tout à fait, vous avez raison. Il y a un point très important sur lequel, évidemment, j'ai été très vigilante dans le programme d'Emmanuel Macron. Il continue la stratégie qui a été mise en place dans la loi de transition énergétique pour baisser la part du nucléaire à 50% en 2025. Ça me va très bien. Pourquoi ? Parce que moi aussi, je souhaite la sortie du nucléaire. Et si on veut sortir du nucléaire, une trajectoire de sortie passe à peu près par cette étape-là. Donc, arrivons déjà à le faire. Et ça ne va pas être simple, parce qu'il y a des questions sociales derrière. Il y a aussi des emplois à reconvertir. Ce n'est pas la position d'Emmanuel Macron, en tout cas. Si, sa position, c'est la diminution en 2025 à 50% de la part du nucléaire. Pas la sortie. Mais ce n'est pas le problème. Si on arrive à cette étape-là, si on arrive à cette étape-là, après, eh bien, on pourra redébattre, est-ce qu'on sort ou pas. Non. Mais faire cette étape-là, c'est indispensable pour la sortie. Le nucléaire est une énergie chère et dangereuse. Vous avez 1 minute d'avance, en tout cas pour ce débat. On va donc donner la parole à Cédric Mess. Quelle est votre position sur les perturbateurs endocriniens ?
Il faut absolument les interdire, mais je pense qu'aujourd'hui, trop de députés sont sensibles aux groupes de pression, que ce soit au niveau national qu'au niveau de l'Europe. Et donc, il va falloir faire absolument une réglementation, c'est-à-dire quand on lit par exemple des articles du Canard enchaîné consacrés à cela, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, on essaye de signaler différents produits qui peuvent être dangereux. Et à chaque fois, il y a des groupes de pression ensuite qui essayent de faire passer tout ça. Que faut-il faire? Que proposez-vous? Justement, être beaucoup plus contrôlé. Et alors là, j'en profite pour poser une question à Mme Pompili. Quelle est votre position par rapport au CETA ou au TAFTA? Parce que ces accords internationaux vont permettre aux multinationales de nous attaquer, que ce soit la France ou l'Union européenne, si elle interdit tel ou tel produit. C'est-à-dire qu'il va y avoir, c'est le droit public qui va laisser la place à un droit privé. Et ça, c'est quand même très dangereux parce qu'on ne pourra même plus contrôler ce qui va se passer, que ce soit ce qui va arriver dans nos assiettes ou ce qui va arriver dans différents produits. Donc, par rapport au CETA, au TAFTA, on aimerait bien savoir. Des perturbateurs. Oui, si vous voulez. Le TAFTA, je suis contre et j'y ai toujours été. Le CETA, a priori, je suis plutôt contre, mais j'attends de voir ce qui va en sortir puisqu'il est en renégociation. Donc, moi, je regarde toujours les textes pour me faire une idée. Sur les perturbateurs endocriniens, on a aujourd'hui 870 perturbateurs endocriniens connus sur les 14 000 substances chimiques qui sont dans les... Ce sont ces perturbateurs endocriniens qui génèrent des cancers. De nombreux cancers que l'on respire. De reproduction, des problèmes d'obésité, des problèmes d'humeur, des perturbations du rythme cardiaque. Enfin bref, on est sur des produits dangereux. Le problème, c'est qu'on a du mal à les identifier. Et on a aussi du mal à avoir une réglementation au niveau européen. Je rappelle que la France, quand même, on peut se réjouir de temps en temps. La France est en avance sur ça, puisque c'est la seule à avoir interdit le bisphénol A dans tous les emballages. Au niveau européen, ça n'existe pas, c'est juste sur les biberons. Donc, on a un temps d'avance. Et là, le travail qui est à faire, c'est au niveau de la Commission européenne, puisque la Commission européenne, qui est effectivement très soumise au lobby, a du mal, aujourd'hui, à définir les perturbateurs endocriniens, et tant qu'ils ne sont pas définis, on ne peut pas les interdire. C'est évidemment ce sur quoi jouent certains pour essayer de faire ralentir ça. Et donc, on a un travail de coopération avec les autres États. On a déjà des États qui sont avec nous, mais il faut qu'on continue là-dessus. Alors, des perturbateurs endocriniens, on va passer donc à la chasse, qui concerne notre région pour beaucoup. Quelle est votre position sur la chasse ? Alors, sur la chasse, ce que je remarque premièrement, c'est que M. Macron veut rétablir les chasses royales. Donc, ce qui est quand même un très mauvais signe envoyé à l'opinion. En plus, c'est quand même des pratiques d'Ancien Régime. Donc, vous voyez, quand on parle de monarchie présidentielle, quand on parle de 6e République, on dit... Et c'est ça aussi l'important, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de démocratie. Et là, c'est un signal qui est très mauvais envoyé là. Je voudrais quand même dire au passage quand même, c'est qu'on parle beaucoup d'environnement et je crois que quand même Mme Pompili a choisi pas mal ces sujets ce soir. Moi, j'aurais voulu parler de plein d'autres choses quand même. Parce que la chasse... Je n'ai rien choisi. Que voulez-vous dire Personne n'a choisi de sujet ici. C'est la rédaction en chef de France 3 Picardie qui avons élaboré le thème de l'émission. Que les choses soient extrêmement claires, Cédric Mech, je vous en prie. Répondez sur la chasse avant d'aborder les autres points de l'émission. Je peux quand même dire ce que je pense. C'est-à-dire que je pense, je pense quand même que jusqu'à maintenant, dans les débats que j'ai eus avec Mme Pompili, ça manquait beaucoup de concret, notamment sur les questions sociales et sur tout ça. Et là, on a recentré le débat sur les questions environnementales, qui sont importantes. Du quotidien des gens pour la santé publique et le reste. Donc sur la chasse, bon, il y a une pratique populaire qui est quand même importante aussi, mais c'est vrai que nous, on est quand même opposés à une chasse qui est plutôt, disons, pratiquée par des catégories qui sont favorisées, quoi. Merci beaucoup, en tout cas pour ce point. Et je vous rappelle que l'audiovisuel public est libre et indépendant. Dernier point de cette émission, la moralisation de la vie publique. Est-ce que la loi sur la réforme de la vie publique présentée par le nouveau garde des Sceaux, François Bayrou, vous convient ? La loi, nous, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'on nous annonce toujours une moralisation de la vie politique. On a eu, au bout d'un an, l'affaire Cahuzac avec François Hollande, et ce qui se passe là, c'est qu'il y a des affaires avant même que les élections législatives passent. Donc nous, ce qu'on conteste, c'est cette organisation d'une 5e République qui est tout le temps en train de favoriser finalement des histoires, des emplois fictifs qu'on retrouve, que ce soit du côté de Fillon ou du côté de M. Bayrou. Et c'est quand même inquiétant. Et nous, ce qu'on propose, c'est
justement la révocabilité des élus, et notamment des députés, pour qu'en fait, il y ait quand même une pression constante des citoyens sur les élus, parce qu'il faut bien qu'ils rendent compte de leurs activités, et il faut qu'ils rendent compte aussi de leur action. Que pensez-vous de l'affaire Ferrand et François Bayrou, là, dont on parle en ce moment? Ce que je viens de dire, c'est-à-dire que bon, rien n'est clair. Richard Ferrand impliqué dans une affaire immobilière sur laquelle enquête le parquet de Brest, là, pour l'instant. Et puis François Bayrou, des emplois présumés fictifs, on va dire, au sein du MoDem. Bon, le problème, c'est que rien n'est encore très défini, rien n'est encore clair. Il faut respecter aussi la présomption d'innocence. Mais en fait, c'est des mauvais signes envoyés dans l'opinion publique. C'est surtout ça, quoi. Barbara Pompili, donc, quelle est votre position sur la moralisation de la vie publique? On en a besoin. Parce qu'on voit que pendant trop longtemps, dans le monde politique, il y a des choses qui n'étaient pas acceptables et qui passaient parce que c'était comme ça, et c'était un espèce de consensus, et il y avait beaucoup d'opacité dans tout ça. Donc ça a déjà commencé, le renouvellement de la vie politique, notamment avec plus de transparence financière sur la manière dont on utilise les fonds publics, mais on voyait bien qu'il fallait passer à une étape au-dessus. Donc moi, je suis contente de voir cette loi qui arrive, parce qu'enfin, il n'y a plus personne qui pourra faire des petits arrangements entre amis. Les choses seront claires, il y aura des choses autorisées, des choses interdites. Je regrette un peu que, par retour de balancier, comme il y a eu beaucoup d'abus, il y ait certaines mesures qui me paraissent un peu exagérées, mais c'est pas grave. Au moins, on aura des règles claires pour tout le monde. Je trouve ça bien qu'on arrête aussi le cumul des mandats, qu'on arrête le cumul des mandats dans le temps, qu'on arrête d'avoir de l'argent qui est distribué sans qu'on sache comment, qu'il y ait enfin des contrôles. Moi, c'est ce que je demandais depuis des années. Et puis aussi, ça passe aussi, c'est pas dans la loi, par un renouvellement global de la classe politique. Et c'est ce qui est arrivé avec En Marche, avec les partis traditionnels. Alors, rapidement, qui étaient tout enquistés et qui sont en train Barbara on va passer à autre chose, c'est bien. Alors pour conclure cette émission, les questions politiques, Cédric Mess, sur quelle réserve de voix comptez-vous pour le deuxième tour? C'est surtout les abstentionnistes. On a remarqué que sur la circonscription, Jean-Luc Mélenchon faisait 13 000 voix, nous on en fait 5 000. Donc évidemment, notre électorat ne s'est pas mobilisé. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'aller le mobiliser au maximum. C'est-à-dire qu'on est allé sur le marché d'Itouvie ce matin, on est en train d'aller à la rencontre des habitants en général, et on essaie de les convaincre qu'il faut une rupture très importante avec les vieilles logiques, les vieux dogmatismes, parce que je vous renvoie le terme, c'est-à-dire que nous, on veut rompre avec l'ultralibéralisme qui se met en place et qui va de plus en plus loin. C'est-à-dire que les gens rejettent la loi El Khomri et là, on veut nous en imposer la loi El Khomri x10, quoi. Barbara Pompili, même chose, question politique. Sur quelle réserve de voix comptez-vous pour ce deuxième tour? Écoutez, moi, je ne compte pas en réserve de voix. Ce que je vois, effectivement, c'est qu'il y a eu beaucoup trop d'abstention, qu'à un moment, quand on est citoyen, il faut qu'on aille dire son avis, même si c'est pour voter blanc, mais il faut être là, parce que les citoyens ont un rôle à jouer. Et d'ailleurs, il est vrai que nous avons un travail à faire, nous les politiques, pour que les citoyens reviennent plus vers nous. Et ce que je constate, ce qui me fait très plaisir, c'est qu'avec la logique d'En Marche, j'ai vu arriver dans le monde politique des gens qui étaient éloignés depuis très longtemps, et notamment des jeunes. Et ça, c'est un signe d'optimisme. Merci. On arrive à la toute fin d'émission. 1 minute pour conclure à l'un et à l'autre. Par qui commencer? Cédric Mess? Non, mais je vais laisser la... Voilà, donc Cédric Mess vous laisse la parole. Écoutez, on est en train d'arriver à un moment de l'histoire politique où tout est en recommencement, tout est possible. Je crois que c'est assez exaltant, un peu aussi responsabilisant. On n'a pas le droit à l'erreur. Le président de la République sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur, mais il a besoin là d'une majorité pour faire avancer ce qu'il a déjà commencé à faire avancer. On est aujourd'hui face à une reconstruction et qui va certainement apporter une autre vie aux gens. Des programmes qui sont adaptés à la réalité et pas justement sur des postures, et je reviens là-dessus, pas sur des postures, en lien avec la réalité de la vie des gens. Et donc moi, je prêche vraiment pour que nous ayons une transition écologique, et je termine là-dessus, parce que la transition écologique a un aspect de création, d'emploi, de social et de La minute est passée. À vous, Cédric Mess. Alors, 1 minute pour conclure. Nous, on est pour une rupture justement avec tout ce qui a été dit jusque-là, c'est-à-dire que vous avez essayé en fait de m'englober dans votre discours, de faire en sorte qu'il y ait une sorte de consensus qui se soit mis en place. Et moi, je ne suis pas du tout dans le consensus, c'est-à-dire que je pense que nous, on avance des idées qui sont
différentes, qui sont alternatives à tout ce que vous proposez. C'est-à-dire, vous voulez faire croire que vous êtes nouvelle alors que vous êtes ancienne. Vous avez un bilan à assumer, que ce n'est pas celui du PS, mais c'est celui de Macron. Enfin bref, c'est tout des logiques sur lesquelles on veut revenir aujourd'hui. Et nous, on assume le fait d'aller à contre-courant et on demande à nos électeurs d'inverser la vapeur et de voter pour nous en masse dimanche prochain. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. C'est la fin de cette émission spéciale, un débat qui sera rediffusé à 22h50 avant le grand soir 3. À dimanche pour la soirée électorale, le second tour des législatives 2017. Résultats, analyse, vous connaîtrez qui seront élus députés dans les 17 circonscriptions de Picardie. Très belle soirée à vous.